Il faut savoir gérer. Si tu sais bien gérer ton commerce, tu peux devenir millionnaire. Le Congo est riche. On a plus de 80 millions d'habitants. On a des ressources. Nous voulons avoir des millionnaires. La politique, quand on est député, ça ne nous empêche pas à faire du business. C'est ça le coltan. C'est ça qui va dans les téléphones portables. Le barrage va arriver à 830 mètres. Ça va rapporter près de $1 million par mois. Pour le futur de nos affaires, beaucoup de succès dans votre entreprise. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir dans le plus grand pays d'Afrique noire. Il s'agit de la République démocratique du Congo. C'est l'un des pays les plus riches d'Afrique, en raison notamment de ses réserves en minerais. C'est aussi l'un des plus instables. Cette ancienne colonie belge a connu depuis l'indépendance en 1960 plusieurs guerres civiles. Aujourd'hui, malgré les violences interethniques, malgré les écarts de richesse entre une population très pauvre et une élite composée de politiciens corrompus et d'entrepreneurs multimillionnaires, eh bien, ce pays continue de fasciner. Ils sont d'ailleurs nombreux, les Congolais, à revenir dans leur pays pour tenter de faire fortune, mais aussi pour tenter de transformer ce pays. République démocratique du Congo, le nouvel Eldorado africain, c'est un document signé Guillaume Dumont pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone au monde, avec 14 millions de personnes. Dans les rues, c'est une incroyable fourmilière. Bon nombre d'habitants se lèvent très tôt, vers 5 h du matin, et cumulent plusieurs boulots dans la journée pour s'en sortir. Africa News, palmarès, machette, les phares, références. Ils sont transporteurs, balayeurs, marchands de larves ou encore bijoutiers. À la mi-journée, on compte les billets avec souvent un rêve en tête, celui de faire fortune. Tout le monde rêve d'être un millionnaire au Congo. Il y a l'argent, si tu cherches l'argent, tu dois trouver. Ce rêve de richesse se retrouve jusque dans ce bidonville. Comme 80% des habitants, Albert, un pêcheur, vit avec moins d'1,70 € par jour. Juste en face de chez lui, résident les personnes les plus fortunées du pays. ça c'est la cité du fleuve. Bon, ils sont riches, mais nous autres, nous sommes pauvres. Lui fait les commerces et nous faisons la pêche. Ce complexe immobilier est réservé à la nouvelle classe supérieure et bien sûr aux millionnaires de la République démocratique du Congo. Impossible d'y pénétrer pour toute personne de l'extérieur. Fally Ipupa fait partie de ces grandes fortunes qui font rêver le pays. Dans mes rêves les plus fous quand j'étais gosse, je n'imaginais pas avoir des voitures, tous ces trucs-là. Je voulais chanter, être reconnu à Kinshasa et puis un peu partout en Afrique. Fally Ipupa est le chanteur le plus célèbre de la RDC. Il se produit partout dans le monde avec des stars internationales et il est multimillionnaire. Tu veux faire une photo? Venez. My guy, I love you, man. I love you too. Fally Ipupa, you know what you say. Dans cette cité du fleuve, il vient d'investir plus de 600 000 € pour sa nouvelle maison. Bon, est-ce que les portes sont ouvertes? Vas-y, ouvre-les. J'aime beaucoup être ici, surtout les dimanches. C'est reposant, vous voyez. Comme je suis un amoureux de notre fleuve, je viens souvent ici avec des amis, avec la famille. Donc j'ai décidé de rassembler quelques briques ici. Quelques briques pour une villa au style californien. Une construction qui détonne en République démocratique du Congo, le 8e pays le plus pauvre au monde. Ses voisins sont avocats, financiers ou entrepreneurs, ayant fait fortune dans les matières premières que le monde entier s'arrache. Le sous-sol de la RDC regorge de richesses et cela booste l'économie. Ils sont richissimes, pourraient vivre à Londres ou Miami, mais ils ont choisi de rester ici. Fally aime se détendre, loin de l'agitation du centre-ville. Le fleuve Congo
l'un des plus grands au monde, et sa cour de récréation. Mais c'est aussi une source de subsistance pour les pêcheurs qui l'ont rapidement reconnu. Ils disent que c'est mes frères, ils veulent un petit rien. Je suis obligé de donner. Donne-leur 50 $. Fally charge un employé du port de distribuer quelques billets. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On a crié Fally, Fally, et il nous a donné 50 $ qu'on va se partager à nous 6. L'équivalent de 7 € par pêcheur, cela représente une semaine de travail. C'est des gens qui n'ont pas de même problème que nous. Tu vois, ça veut dire qu'ils travaillent même le dimanche. Et si on peut toujours et donner un petit rien pour ne serait-ce que ramener un petit truc à la maison pour ses enfants, c'est toujours. Je le fais toujours avec un bon cœur. Comme Fally Ipupa, il y aurait déjà 600 millionnaires en RDC. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Depuis près de 60 ans, il est ravagé par des guerres à répétition qui auraient fait plus de 6 millions de morts. Le pays a aussi subi une dictature. Mobutu Sese Seko, surnommé le léopard du Zaïre, est resté 32 ans au pouvoir. Tout en dirigeant le pays d'une main de fer, il aurait détourné 4,5 milliards d'euros. En 1996, une guerre civile éclate. Des milices soutenues par des pays voisins vont enrôler des milliers d'enfants soldats pour tenter de mettre la main sur les richesses du pays. Mobutu, quant à lui, finira par mourir en exil. Autre président emblématique au début des années 2000, Joseph Kabila. Il aurait accumulé plus de 13 milliards d'euros durant ses 18 années de présidence. Il a rendu le pouvoir en janvier 2019. Aujourd'hui, dans cet immense pays, des régions entières sont encore instables. Tout reste à construire. Et dans ce chaos, certains hommes d'affaires font fortune. Au Congo, le matin, tu peux te réveiller pauvre. Le lendemain, tu deviens riche parce que tu as travaillé. Eric a un projet très important au bout de cette route extrêmement dangereuse. Ériger un immense barrage pour alimenter la population en électricité. Ça va rapporter près de 1 million de $ par mois. À l'est du pays, la région des Grands Lacs est l'une des zones les plus belles mais aussi les plus dangereuses d'Afrique. En guerre presque permanente depuis plus de 20 ans. Robert, ancien chef rebelle, est devenu businessman. Il est aussi député. La politique, quand on est député, ça ne nous empêche pas à faire du business. Robert a bâti sa fortune sur des mines de coltan. Ce minerai est essentiel dans la fabrication des téléphones portables. Grâce à l'homme d'affaires, une petite ville s'est créée et tous les jours, 3000 mineurs rêvent aussi d'une vie meilleure. Quand je vois cette voiture, je me dis que je pourrais en avoir une comme ça un jour, si Dieu m'en donne les moyens. La richesse du sous-sol de la RDC fait bondir l'économie. Une classe supérieure émerge et à Kinshasa, la capitale, de nouveaux produits apparaissent. Ce jus d'orange, il coûte à peu près 20 €. Mais la majeure partie de la population reste extrêmement pauvre. Démunis, des habitants se réfugient dans la religion. Une aubaine pour certains pasteurs sans scrupules qui sont devenus de véritables stars. Ils vendent des remèdes miracles à prix d'or. Ça guérit beaucoup de maladies. Ça guérit même les sida. Nous avons sillonné l'un des pays les plus chaotiques du continent africain pour comprendre comment ses habitants parviennent à s'en sortir et parfois même à bâtir de grandes fortunes. À Kinshasa, les routes ressemblent à des pistes cabossées. Elles sont difficilement praticables. Dans ce grand capharnaüm, une jeune femme joue son avenir.
Elle s'appelle Mukembi. Lobby finalement. Hein? Ce sont des agents de l'ordre. On est censé suivre ce qu'ils disent. Mais alors là, je suis devant deux agents de l'ordre qui me disent l'une de prendre la gauche, l'autre de prendre la droite. Je suis censé faire quoi? Mukembi est en plein examen. Assis à l'arrière, Arnaud doit évaluer son aptitude à se faufiler dans des bouchons. Et il lui met un peu la pression. Après, vous allez tourner encore, vous ne va pas prendre la droite ici. Vous ne connaissez pas la route apparemment. Tournez à gauche, allez, prenez la gauche, suivez la voiture là. Mukembi postule pour un emploi de chauffeur VTC dans une start-up. L'entreprise a été créée par une femme d'affaires congolaise qui veut faire sortir les femmes de la pauvreté. Signe distinctif, les voitures sont roses. Jusqu'à présent, Mukembi était infirmière. Si elle réussit le test, elle va tripler son salaire pour gagner 250 € par mois. J'ai hâte de commencer mon travail, espérant que ça tienne et que le test soit positif. On fait les tours et puis on rentre au bureau. Pour mettre toutes les chances de son côté, Mukembi joue son rôle de futur chauffeur jusqu'au bout. Mais elle ne saura que dans quelques jours si elle est embauchée. Dans la cour de l'entreprise, il y a déjà une quinzaine de véhicules. La start-up veut créer des prestations haut de gamme à destination d'une classe moyenne et supérieure. Boissons, gâteaux et même connexion Wi-Fi pour travailler lorsque l'on est pris dans les embouteillages de Kinshasa. C'est mal ici chez nous, c'est nous qui avons commencé ça. La businesswoman qui souhaite favoriser l'intégration des femmes, c'est Patricia. Après des études en Afrique du Sud, elle est revenue en République démocratique du Congo. Avec l'aide d'investisseurs, elle a créé sa société de VTC. Elle soutient aussi de jeunes entreprises lancées par des femmes. Nous voulons avoir des millionnaires. Le Congo est riche. On a plus de 80 millions d'habitants. On a des ressources, le sol, sous-sol. Et il est temps que la femme congolaise puisse se nourrir de cette richesse-là congolaise. Malgré l'instabilité qui règne dans son pays, Donnez-moi les deux cuisses, voilà. Patricia veut montrer au monde entier que la RDC peut prendre son envol. Le Congo ne peut pas se résumer au viol, aux guerres. Non, il y a des jeunes et des jeunes gens, de jeunes femmes comme nous qui essayent par leur façon de faire avancer les choses. Et donc, c'est inapproprié qu'on puisse juste résumer la RDC. Non, les choses ne marchent pas, les choses n'évoluent pas. Non, c'est cette nouvelle génération qui va faire émerger le pays. Tout comme Patricia et ses amis qui misent sur l'avenir de leur pays, de nombreux Congolais reviennent travailler et investir en RDC après des années d'expatriation, notamment en Europe ou aux États-Unis. Ces repatres, comme on les appelle, vivent dans des quartiers sécurisés où ils retrouvent tout le confort auquel ils étaient habitués à l'étranger. À la Cité du Fleuve, l'ensemble d'immeubles et de villas haut de gamme qui s'étend sur 300 hectares, deux nouveaux habitants s'installent. Olivier et Naomi. Il y a quelques jours encore, ils vivaient à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est vraiment le number one des priorités, vraiment. La machine à laver. Laisse-moi, je savais que t'es d'accord. Et le lit, hein. Olivier et Naomi travaillent dans la finance. Ils ont décidé de rentrer dans leur pays, car il y a de nouvelles opportunités professionnelles et des résidences de luxe comme celle-ci. Là, on mettra le salon. Un petit salon, en aile, un tapis, une table, une télé. Voilà, ça c'est notre chambre. Et elle dispose d'une vue imprenable sur le fleuve Congo. Olivier et Naomi se sont mariés à Kinshasa il y a 3 jours à peine. Et c'est ici qu'ils veulent fonder leur famille. Le couple gagne 3 500 € par mois. C'est plus de 100 fois le salaire moyen. Le loyer représente une part importante de leur salaire, 1 000 € par mois, mais c'est le prix de la sécurité. Je veux un endroit où mes enfants puissent jouer en sécurité dans la rue, sans que j'ai à m'inquiéter des gens dehors.
Ici, je n'ai pas non plus à me préoccuper de la pollution ou du bruit qui règne en ville. Donc nos enfants pourront faire leurs devoirs tranquillement. C'est bien plus sûr qu'en centre-ville. On a un appartement nickel super neuf. On aura un équipement super neuf. Et j'attends mon petit moi dedans, là, qui sera aussi super neuf. Hein? Naomi et Olivier ont trouvé leur havre de paix. C'est le début de notre nouvelle vie. La demande ne cesse d'augmenter pour venir habiter cette nouvelle résidence. À terme, la cité du fleuve de Kinshasa devrait se composer de plus de 2000 logements, dont la future maison du chanteur Fally Ipupa. Nous le retrouvons dans une grande maison qu'il a louée non loin de là pour servir de décor à son nouveau clip. 2, 1, 0, action. Les figurants sont déguisés en guerriers congolais. Pour Fally, l'enregistrement se passe bien, mais très rapidement la musique s'arrête. Le quartier est victime d'une coupure générale d'électricité. Il n'y a pas de courant, on est en train de débrouiller comment on peut faire ici. Fally et toute l'équipe sont au chômage technique. Finalement, un technicien réussit à mettre la main sur un groupe électrogène. Mais celui-ci va très vite rendre l'âme. Fally est désespéré, même s'il est habitué à ce genre de déconvenus. Regarde, je suis congolais moi, c'est-à-dire que je suis né et grandi ici, et donc voilà, on ne peut pas abandonner son pays parce qu'il y a des coupures d'électricité. Pour finir de tourner le clip, Manon, l'assistante de Fally Ipupa, va utiliser la sono de la voiture. On fait avec les moyens du bord. On va connecter à la voiture en attendant le courant. Pas de choix. Grâce à cette astuce, la fin du tournage va se dérouler sans encombre. En une vingtaine d'années de carrière, Fally a gagné plusieurs millions d'euros. Une belle réussite qui n'est pourtant pas une exception dans ce pays. Le sous-sol du Congo regorge de minerais qui font la fortune de quelques hommes bien avisés. L'une des principales ressources, c'est le coltan, qui, une fois transformé, entre dans la fabrication des téléphones portables. Les mines se trouvent dans la région des Grands Lacs, dans l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda. À Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, les conflits font rage depuis plus de 20 ans. Des groupes armés tentent de s'accaparer les richesses du sous-sol. Pour maintenir un semblant de paix dans la région, l'ONU y déploie en permanence 16 000 casques bleus. La région est très pauvre, traumatisée par les rébellions successives et les massacres. Ceux qui ont fait fortune, notamment dans les matières premières, ont leur maison autour du somptueux lac Kivu. Un des hommes d'affaires les plus importants de la région habite cette gigantesque villa. Mirador, forte présence policière à l'entrée, c'est une véritable forteresse. Son propriétaire pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui, quoi? Ça va? François? Oui, monsieur. Robert Seninga est le roi des mines de coltan. Il a eu une vie mouvementée. Auparavant, il a été chef rebelle. Aujourd'hui homme d'affaires, il est aussi député de Massissi, une circonscription proche de Goma. La politique, quand on est député, ça ne nous empêche pas à faire du business. Il reconnaît même que ses mandats l'ont aidé à devenir propriétaire de mines. Robert Seninga est aussi le président de l'une des plus importantes coopératives qui extrait le coltan dans cette région. L'homme est toujours escorté par des gardes armés, car il reçoit régulièrement des menaces. On est où ici? Ici, on est au siège de la Coopérama. C'est le siège social.
là où les activités des commerces des minerais se font. Le bâtiment ne paye pas de mine. Pourtant, la coopérative engrange chaque année des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va? Robert Seninga vient faire le point sur la production de coltan des derniers jours. Les 6, on a reçu 4 tonnes, 668 kilos au total. Et les chiffres sont plutôt bons. 217 kilos. On nage dans les 40 tonnes. Et ça fait combien en revenus, tout ça? Le kilo, c'est 42 à 45 dollars le kilo. Vous avez les chiffres? Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres avec vous. Oh. Voilà. Robert Seninga préfère rester discret. Ces derniers jours, les mines ont rapporté beaucoup à la coopérative et à leurs propriétaires. Près de 2 millions d'euros. Pour atteindre ces résultats, l'homme d'affaires fait travailler 3000 personnes. Il prétend être un patron irréprochable. Dans vos mines, il n'y a pas d'enfants, il y a des cas d'enfants? Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants parce que c'est interdit. Il y a les agents qui sont chargés de veiller à ce que les enfants ne se retrouvent pas dans la mine. Les enfants doivent se retrouver à l'école et non dans la mine. Dans les mines, casques, bottes et masques sont obligatoires pour assurer la sécurité des travailleurs. Et sur ce sujet, le site serait même un modèle pour la région, a écouté Robert Seninga. Les mines en question sont situées à 60 km de Goma, dans une région sublime du Nord Kivu, avec ses collines et ses pâturages à perte de vue. C'est aussi une des régions les plus dangereuses d'Afrique. Elle est en guerre depuis 25 ans. En 1994, éclate au Rwanda une des pires tragédies du XXe siècle. Un génocide qui va faire près d'1 million de morts. Des centaines de milliers de rescapés fuient vers la RDC voisine, et notamment le Nord Kivu. Mais des miliciens qui ont participé au massacre se joignent à l'exode. Depuis, cette région à l'est de la RDC est une véritable poudrière. Des dizaines de groupes rebelles s'affrontent. Ils tentent notamment de s'accaparer une partie des richesses du sous-sol congolais. Pour nous rendre dans les mines de Robert Seninga, nous sommes accompagnés de Landry, son ingénieur en chef. Seninga, c'est le Moïse, le sauveur de la communauté locale de Massissi. Parce que grâce à M. Robert Seninga, les activités et la vie se passent normalement. Pourtant, peu de choses semblent avoir évolué ces dernières années dans la région. La route est dans un état déplorable. Chaque jour, la population risque sa vie pour aller travailler. Notre voiture manque de se retrouver dans le ravin à plusieurs reprises, en raison des crevasses remplies d'eau. Ça s'est joué à quelques secondes près. Non, sinon on allait se retrouver, après quelques secondes on allait se retrouver dans cette rivière-là. Et là on serait foutus. Les accidents mortels sont courants sur cette piste. Oh, génial, on est sauvés. Il nous faudra en tout 5 heures pour parcourir à peine 60 km. On arrive. Nous voici à Roubaïa, près du site minier. Une ville champignon sortie de terre en quelques années seulement. Aujourd'hui, 100 000 personnes vivraient ici presque coupées du monde extérieur. La vie s'est organisée, vaille que vaille. Atelier de couture, salon de coiffure et même de quoi transformer son intérieur en véritable discothèque. À Roubaïa, tout a été créé pour satisfaire les besoins de cette population venue profiter de ce nouveau Far West congolais. Le visage de Robert Seninga s'affiche en bonne place. C'est un homme qui rend tous les rêves possibles, selon Landry, son fidèle lieutenant.
Je vous présente cette maison d'un creuseur, celui qui avait commencé à travailler dans le premier trou découvert aux alentours de Roubaïa. Il est parvenu à construire cette très belle maison que vous voyez ici. Le miracle économique serait en marche. Mais à y regarder de plus près, la plupart des habitations sont de simples baraquements en bois. Gilles vit ici avec sa femme et ses 3 enfants. À 5, dans 15 mètres carrés, ils sont obligés d'être très ordonnés. La maison est petite. On accroche les chaussures au mur et on met les habits des enfants juste là. Dans l'autre pièce, il y a la cuisine collée au lit familial. Le lit est tout petit. On dort là et ma femme fait la cuisine ici. Le couple s'est installé là il y a 5 ans, lorsque Gilles a voulu faire fortune dans les mines. Quand je vois cette voiture, je me dis que je pourrais en avoir une comme ça un jour, si Dieu m'en donne les moyens. Pour le moment, Gilles ne gagne que 5 € par jour. Il travaille à plusieurs dizaines de kilomètres du centre de Roubaïa. Il doit effectuer un trajet d'1 heure et demie pour s'y rendre. Aux alentours, des centaines de sites d'extraction de coltan. Celui de Gilles s'appelle Bomfou. Au quotidien, il filtre le coltan mélangé au sable qui est extrait de la mine. Avec nos mains, c'est plus facile pour trier le coltan. On arrive à le séparer du sable. Le coltan, c'est cette substance noire. Une fois transformé, il entre dans la fabrication de composants microélectroniques. C'est ça le coltan. C'est ça qui va dans les téléphones portables. Plus tard dans la journée, Gilles doit lui aussi descendre dans la mine pour creuser. La paroi est très glissante. Attends, arrête-toi. Il n'y a pas de problème pour descendre si tu t'y prends bien. Il n'y a aucune sécurité pour s'accrocher le long des 15 mètres de descente. Une fois arrivé en bas, l'air est difficilement respirable. Des tonnes de sable ont déjà été évacuées, laissant place à différentes galeries. Il n'y a aucune structure pour les sécuriser. Le risque d'éboulement est très élevé. Gilles extrait le coltan à la seule force de ses bras. Il y a beaucoup de sable ici. C'est sans fin. Il y en a vraiment beaucoup. La priorité est donnée à l'extraction, jamais à la sécurité. Les accidents sont réguliers dans ces mines. C'est très dangereux quand même d'être ici. C'est effroyable, mais c'est au toit. Mais Landry, notre guide, ne voit pas le problème. Dans les mines de Roubaïa et partout où nous travaillons, il y a des cas où on enregistre des morts, des cas où on n'enregistre pas des morts, et quand il y a des glissements de terrain, il y a toujours avoir des morts. Imagine si ça engoufflait vers nous comme ça. On sera asphyxié, il y aura ceux qui peuvent résister et d'autres qui ne peuvent pas résister. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais régulièrement des ouvriers perdent la vie en extrayant le coltan. À la sortie, nous nous apercevons que parmi les mineurs, certains paraissent très jeunes. Landry semble embarrassé. Tu as quel âge? Il a 20 ans d'âge. Il a 20 ans? Oui. 20 ans. Non, il a 20 ans, vous le voyez. Et si vous pouvez voir quelque part qu'il a une mince taille, vous pouvez croire qu'il est trop jeune, mais il encaisse là. Sur la trentaine de collègues de Gilles, une bonne moitié semble ne pas avoir atteint la majorité. Ce site ne fait pas exception. Dans la région, nous croisons beaucoup d'enfants qui se cachent en voyant notre caméra. Selon l'UNICEF, les mines en emploieraient plus de 40 000.
Ce minerai qui crée des fortunes, vole la jeunesse de ses enfants et sème parfois la mort. 2 mois avant notre tournage, un massacre a eu lieu un soir en plein centre-ville de Roubaïa. 3 assaillants ont attaqué les habitants à coups de machette. Bilan, 12 morts, dont 3 femmes et un enfant de 5 ans. Sans doute un règlement de compte lié au marché noir du coltan qui gangrène la région. La revente clandestine est pratiquée à tous les niveaux, du simple mineur aux responsables de sites. Une grande partie de la production est vendue illégalement pour ne payer aucune taxe au gouvernement congolais. À Goma, nous nous faisons passer pour des commerçants désireux d'acheter du coltan de contrebande. Nous avons pris rendez-vous avec des trafiquants. Vous voulez une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. C'est pour ça, ça pas un problème. Pour nous convaincre, ils nous présentent différents échantillons de coltan. Celui-là, il vient c'est de Massissi, celui-là? Oui, Massissi. Et où précisément? Roubaïa. Selon ces commerçants, le coltan provient de la zone que nous venons de quitter. Ça aussi, c'est 90 $ le kilo? Oui. Ce coltan est libre de toute taxe. À ce prix-là, les trafiquants se chargent de livrer la marchandise de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Ce pays est régulièrement accusé de stimuler sa croissance économique grâce aux minerais de contrebande en provenance de la RDC. Ce pillage se fait avec la complicité de militaires congolais, comme cet homme, qui laisse passer les convois. Est-ce que vous envoyez tous les jours du coltan passer? Il y a des jours où ça peut passer 2, 3 tonnes, voire même, on peut aller même jusqu'à 10 tonnes par jour. Comme tous les fonctionnaires congolais, ce militaire touche un petit salaire. $le mois. Avec le coltan, je peux facilement gagner $1000 par jour. Donc tout le monde le fait? Oui. Si je trouve par exemple des trafiquants qui viennent me proposer voici $500 ou $1000, là c'est clair, je ne peux pas refuser. Moi qui gagne $80 le mois, quand je trouve $1000 en un seul jour, c'est facile. La RDC est l'un des 20 États les plus corrompus de la planète. Au total, la corruption ferait perdre 13 milliards d'euros à l'État congolais chaque année. Malgré tous ces trafics, le secteur minier est une locomotive pour la RDC. Grâce à lui, le pays a connu une croissance de près de 6% en 2018. La vitrine de cette réussite économique se trouve à Kinshasa, la capitale, autour du boulevard du 30 juin. 30 juin 1960, c'est la date de l'indépendance accordée après presque un siècle de domination belge. C'est dans ce quartier des affaires que nous retrouvons Olivier, le jeune banquier qui a emménagé à la Cité du Fleuve il y a quelques semaines avec sa femme Naomi. Un cheesecake? Oui, j'adore ça. Ouais, j'aime bien aussi. Ou alors la tarte aux pommes? Quand j'étais enfant, ça n'existait pas encore ça. Ces pâtisseries coûtent dans les 4 € pièce, le même prix qu'en France. Un luxe à Kinshasa. Mais ça fait 27,58 $. 25 €, c'est presque le salaire moyen dans le pays. Mais cela ne semble pas déranger Olivier. C'est pas cher, ça va. Même si les cadres aux revenus confortables ne représentent encore qu'une infime partie de la population, petit à petit, de nouveaux commerces arrivent en centre-ville. Il faut satisfaire cette clientèle au mode de vie occidental. Non, c'est pas celui qu'on utilise d'habitude. Ce supermarché a adapté son offre en rayon. Des capsules de café aux fromages européens en passant par les céréales, on retrouve tout ce qui se vend dans les pays riches. Ok, c'est bon? On a tout ce qu'il faut? Il manque du jus. Le jus. Mais pour ces produits importés, les prix sont exorbitants. 31 000. Et c'est combien en dollars? Ça fait dans les 20 $.
C'est trop cher. Enfin, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais 20 $, c'est quand même trop cher pour un jus d'orange. Je ne dépenserai pas autant d'argent pour un jus. La plupart des produits importés sont très chers. Pour un lot de 4 yaourts, il faut compter presque 9 €. La boîte de céréales est à 11 €, soit 3 fois plus cher qu'en France. Le problème, c'est que les gens, dès qu'on parle du Congo, ils pensent à la guerre, ils croient qu'on vit dans la jungle et qu'on est toujours sous-développé. Ce type de supermarché en centre-ville séduit de plus en plus les clients aux revenus très confortables et qui ont vécu à l'étranger, comme Olivier et Naomi. Honnêtement, je ne peux même pas m'imaginer aller au marché dans la rue ici. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand on a déménagé, c'est « Oh mon Dieu, je vais devoir aller au marché, acheter des trucs comme ça, enfin vous voyez. Si ces magasins n'existaient pas, je ne sais même pas si on mangerait. » Naomi fait attention à son équilibre alimentaire, car elle est enceinte. Ce sera un garçon et l'accouchement est prévu dans 3 mois. C'est un petit garçon. Je suis un peu stressée, mais heureuse en même temps. Je pense que c'est normal, comme tous les jeunes parents, on n'a jamais élevé d'enfants. C'est le scénario parfait pour le couple qui a eu le temps de s'installer. Chérie, la table est prête? Je pense qu'on est bon. Petit à petit, leur appartement est devenu plus cosy. Comme tous les dimanches soirs, ils reçoivent Fabien, le meilleur ami d'Olivier. Notre Père qui êtes aux cieux, merci pour ce repas. Un repas qui est aussi l'occasion d'envisager l'avenir de leur futur enfant, sans doute en République démocratique du Congo. S'il veut devenir médecin aujourd'hui, on a les moyens pour lui payer les études de médecine. S'il veut devenir sportif, on a assez de moyens pour le mettre dans une académie et faire du football, du basket. Moi, je veux qu'il soit entrepreneur. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit son propre patron. Je ne veux pas qu'il passe sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Entrepreneur, un statut qui fait rêver les jeunes Congolais. Les besoins sont immenses et les réussites tout autant. Ce soir, à Kinshasa, l'un d'entre eux fait un gros contrat. Il s'appelle Eric Monga. Ce chef d'entreprise est aussi à la tête d'une organisation patronale. On porte un toast pour le futur de nos affaires. Beaucoup de succès dans vos entreprises. Les amis d'Eric dégustent les meilleurs champagnes. Il fait une bonne nouvelle. L'homme d'affaires revient tout juste de Floride, aux États-Unis, où il a rencontré des investisseurs. Il est en passe de les convaincre de financer son projet un peu fou, qui va coûter la bagatelle de 265 millions d'euros. Il a négocié un contrat qui a abouti, que je ne peux pas dévoiler ici. Ça vaut la peine de prendre quand même un verre de champagne par rapport au contrat que notre ami vient de négocier. Eric veut construire ce qui sera l'un des plus gros barrages de la RDC. Aujourd'hui, moins de 2 Congolais sur 10 sont raccordés au réseau électrique. Avec ce nouvel ouvrage, Eric espère combler une partie de ce retard. Chaque fois que nous sommes devant un problème, il y a une opportunité d'affaires qui vient derrière. La population doit manger, la population doit se vêtir et nous, pour l'instant, nous voulons donner l'année prochaine l'électricité à la population. À terme, Eric va améliorer les conditions de vie d'une partie des 81 millions de ses concitoyens. L'homme d'affaires est originaire de Lubumbashi, dans le sud du Congo. Il y a fait fortune dans l'analyse des minerais. L'entrepreneur part aujourd'hui en expédition sur le site de son futur barrage. Hé, Isaac, on va y aller. Il se trouve à 350 km de là. Eric a l'intention de vérifier le débit de la rivière. Mais la route est extrêmement dangereuse. Eric demande à ses collègues d'être prudents. Donc on vous attend directement à Kalera. N'oubliez pas qu'on doit faire la route de jour. Hein. On ne veut pas rouler de nuit.
Aucun éclairage, très peu de marquage, des nids de poules un peu partout. La Nationale 1 qui traverse le Katanga est un des axes de circulation les plus meurtriers du pays. Chaque jour, elle est empruntée par de nombreux camions transportant du minerai et des produits chimiques utilisés par l'industrie minière. Acide, acide, acide. Sur cette route, les chauffeurs n'hésitent pas à prendre tous les risques pour livrer toujours plus vite leurs précieuses marchandises. Les routes au Congo tuent. Les accidents sont nombreux. Il y a des conducteurs fous. 3 des 11 passagers de ce véhicule viennent de perdre la vie il y a seulement quelques heures. Cela ne refroidit pas les chauffards. Eric est inquiet. Une voiture lancée à vive allure le colle tout d'un coup d'un peu trop près. Il y a un monsieur derrière là qui me talonne, là, qui veut me dépasser, qui fait le fou, qui est vraiment impatient. Il nous mène tous en danger, là, monsieur là. Malgré la visibilité réduite, le chauffard se lance. Oui, on dirait qu'il fuit la police. Une petite guéguerre, mais quoi, pour gagner quoi? Pour gagner de mettre les vies en danger des autres. Après 3 heures d'une route éprouvante, Eric peut enfin souffler. Il quitte la Nationale 1 pour rejoindre une longue piste de 100 km, beaucoup moins fréquentée. La région où sera bientôt implanté son barrage est très peu habitée. Pour le construire, il va falloir faire venir des ouvriers de très loin. Mais le défi vaut la peine d'être relevé. Ça va rapporter près de $1 million par mois. C'est une belle enveloppe. Et là, oh pardon, c'est ça la brousse. En attendant, Eric a installé un campement en pleine nature qui accueille une dizaine d'ingénieurs. Vous allez bien ici? Oui, très bien, merci. Bienvenue. Ça va? Bonjour. Bon deal. Ses employés vivent ici depuis 1 an en totale autonomie. Ils disposent d'une citerne d'eau, d'un groupe électrogène et d'un simple abri pour l'outillage. Quand est-ce que le soleil se couche ces jours ici? 18h15 à peu près. Hein. Donc on a encore 40 minutes. Je dois voir vraiment le niveau d'eau aujourd'hui. Malgré la fatigue du voyage, l'homme d'affaires ne perd pas de temps. Il conduit son équipe au bord de la rivière, l'Oufira. C'est elle qui va alimenter le barrage. Eric vérifie la hauteur et le débit du cours d'eau. Et là, si tu lis, c'est à combien? La hauteur actuelle de l'eau est à 1,63 m. 1,63 m par rapport à l'échelle là-bas. Le projet a déjà passé avec succès toutes les études de faisabilité. Nous sommes à peu près à 735 mètres et le barrage va arriver à 830 mètres. L'eau va s'arrêter au premier niveau, là, presque à la lisière de là où le soleil s'arrête, au-dessus là-bas. Donc tout ça sera le lac qui sera par là. L'ouvrage sera parmi les 5 plus grands barrages du Congo. Haut de 90 mètres, il produira 150 MW, de quoi alimenter en électricité 500 000 habitants, l'équivalent d'une ville comme Lyon. La construction du barrage devrait créer plus de 3000 emplois et booster l'économie de la région. Construire quelque chose dans la vie qui reste et qui peut servir à toute une communauté. Rendre heureux tous les paysans qui n'attendent que ça, qui n'attendent que cette énergie pour se développer. Plusieurs investisseurs sérieux, notamment américains, ont confirmé leur intérêt pour ce projet. Eric espère réunir d'ici 3 ans les 265 millions d'euros nécessaires. De retour au campement, il a une petite surprise pour son équipe. Un proverbe ici qui dit « Kutoma ne kwambaoula ». Ça veut dire « buvez et parlez ». Il a demandé à son cuisinier de préparer un repas de fête à base de plats traditionnels. Ça, c'est les ngaïngaï cultivés à Boari. Boari, c'est tout près d'ici. Tout près d'ici. Ça, c'est les lengalenga. Lengalenga. Oui, les amarantes, cultivées aussi à Boari. À Boari. Donc. Merci. Dans ce pays, l'un des moins développés au monde, les opportunités pour réussir sont très nombreuses selon Eric. Il suffit pour lui d'oser sortir des sentiers battus et se lancer. Nous avons vu beaucoup de gens venir au Congo
aller là où c'est difficile, là où il n'y a rien, et s'en sortir. Et pourquoi pas moi? Voilà, le Congo c'est ça. Le Congo, le matin tu peux te réveiller pauvre, le lendemain tu deviens riche parce que tu as travaillé. Inspiré par l'audace et la réussite d'entrepreneurs comme Eric, de plus en plus de Congolais se lancent dans les affaires, espérant sortir de la pauvreté. C'est ce rêve qui anime tous les jours des milliers de femmes à Kinshasa. Dès 4 heures du matin, de tous les quartiers de la ville, elles viennent s'approvisionner chez ce grossiste en pain. Elles achètent de quoi faire leur petit commerce de la journée. Marie vient ici tous les matins pour la fournée de 6 heures. Je vais prendre 2 bacs. Marie est veuve depuis 6 mois. Elle a donc la lourde responsabilité de ramener seule de quoi nourrir sa famille. Attends, tiens-moi ça, s'il te plaît. Pour moi, ce n'est pas très lourd. Je suis habituée à porter tout ça. C'est mon travail. Marie porte sur la tête plus de 15 kilos de marchandises. Comme chaque jour, elle installe son stand à un endroit stratégique qui lui permet d'avoir de nombreux clients. Donne-moi un gâteau. Il a combien? Le cake est à 300 francs. Ok, j'en prends un. Je vais t'en donner 2. Je t'en donne 2 parce que tu es un peu maigri. Merci beaucoup. Je viens acheter le pain chez Marie parce que je passe toujours par ici. J'aime bien, c'est propre et elle prend bien soin de son stand. Grâce à son sourire et sa gentillesse, Marie parvient à attirer beaucoup de monde. C'est une bonne journée. Ça va, c'est bien. Marie gagne 60 € par jour grâce à cette petite échoppe. Elle croit en son activité et songe à ouvrir d'autres stands comme celui-ci. Elle se prend même à rêver de faire fortune. Il faut savoir gérer. Si tu sais bien gérer ton commerce, tu peux devenir millionnaire. Si tu ne sais pas le gérer, tu ne pourras jamais devenir millionnaire. Il faut être malin, réfléchir et bien gérer son commerce. Mais le chemin est encore long car la recette nette d'une journée de travail pour Marie n'est que de 18 €. Et un tiers de cette somme est consacré à la location de son appartement. Une modeste pension avec cuisine sur le palier. Ça, c'est le fumbois. Je mets du beurre de cacahuète, après de l'ail, du piment, des oignons et du poisson. À l'intérieur, une pièce unique qui fait office de chambre et de salon pour Marie et sa fille. Sarah est la cadette de ses 5 enfants. Ça, c'est Déborah et Israël. C'est le jour où Israël a passé son bac. Avec un salaire supérieur à 400 € par mois, Marie pourrait habiter dans un appartement plus grand. C'est super bon. Mais elle préfère économiser sur son logement pour financer les études de ses enfants. Je dois payer la scolarité de mes enfants toute seule. La même année, j'ai dû payer celle de Déborah et Israël. Tu te rends compte, payer les frais de scolarité de 2 enfants en même temps? Et j'ai encore une fille, Marjorie. Et là, je vais commencer à payer aussi pour Josepha et Jordi. Et je suis toute seule. Leur scolarité lui coûte 30 € par mois. De quoi leur donner les bonnes armes pour nourrir eux aussi des rêves de réussite. C'est possible que je devienne millionnaire comme d'autres, mais j'y arriverai seulement si Dieu le veut. S'il m'aide, ça ira. Comme 90% des Congolais, Marie et sa fille Sarah sont chrétiennes. Elles suivent un courant évangélique. La commerçante fréquente un temple 3 fois par semaine. Elle rend grâce à Dieu de l'avoir épargnée de la misère. Dieu est très important pour moi. C'est grâce à lui que j'ai cette vie. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les églises évangéliques prospèrent en RDC. En exploitant cette foi ardente des Congolais,
certains leaders religieux sont devenus millionnaires. Ce dimanche matin à Kinshasa, toutes les grandes avenues de la ville, habituellement très fréquentées, sont étrangement désertes. Des dizaines de milliers de personnes convergent depuis l'aube vers le plus grand stade de toute l'Afrique centrale. Allez, faut y aller là. Les 80 000 personnes que l'on attend ce matin ne sont pas là pour assister à un match de foot, ni à un concert géant. Elles sont venues tout simplement entendre la bonne parole d'un homme qui vend un jus au pouvoir supposé extraordinaire. Nous croyons toujours au miracle du prophète. Devant la morgue, j'ai pris un verre de jus, et le ventre qui était comme ça, verdâtre, ça s'est abaissé directement. Je suis témoin vivant, il est prophète, il est prophète. Caméraman et photographe, pom-pom girl, policiers sur le qui-vive, c'est l'un des événements les plus importants de l'année. Il est d'ailleurs retransmis en direct à la télévision. Et ici, la star que tout le monde attend se fait appeler le prophète. Il habite à quelques kilomètres du stade. Nous allons le retrouver à son domicile, où son escorte est déjà prête, tirée à 4 épingles. Ses gardes du corps sont aussi ses disciples. Le prophète Condé, il est vraiment un homme de Dieu, un envoyé de Dieu. Il fait tout ce que Jésus a fait. Le prophète Condé fait aussi ça. Donc, il est vraiment homme de Dieu. C'est notre prophète, c'est Dieu qui nous a envoyés ici dans notre pays. Le prophète Condé, c'est cet homme avec une chemise à fleurs. Dominique, de son prénom, a créé au Congo une église chrétienne. Il revendique 5 millions de fidèles. Un succès qui ferait des jaloux. Dominique Condé prétend recevoir régulièrement des menaces de mort. J'ai subi aussi beaucoup de problèmes, de menaces à mort, tout le temps. Des menaces de mort? Oui, même en Angola, il y a des criminels qui sont entrés pour venir m'abattre. Ils sont entrés avec des pistolets. Dans son salon, le prétendu prophète est fier de nous montrer ses dizaines de diplômes. Celui-ci le reconnaît comme étant un scientifique, un savant et un ministre universel, serviteur de la paix. Il aurait reçu aussi des mains de l'ex-président Joseph Kabila la médaille du mérite civique. Il brandit aussi fièrement un curieux diplôme frappé du drapeau européen qui le félicite d'avoir introduit l'usage du jus qui délivre et qui sauve. Vous êtes un docteur. Bon, tout cela, ça peut venir, on peut vous appeler, on peut vous donner beaucoup de titres, mais un jour viendra, on ne saurait plus. Le prophète ne répond pas vraiment à la question, mais ce jus, soi-disant miraculeux, a fait sa fortune et celle de son église. Ses premiers clients, ce sont ses nombreux fidèles. Il est 14 h, Dominique Condé, entouré de ses gardes du corps, bien armés, part pour le stade. Mais on est là tout simplement pour essayer de remonter ceux qui sont faibles, de conseiller, de prodiguer des conseils à ceux qui sont dépourvus de moyens, dépourvus d'essence pour qu'ils puissent vivre, même dans la disette, mais avec beaucoup d'aisance. Dès son apparition, l'homme est acclamé par une foule en liesse. Avant de monter sur scène, Dominique Condé salue dans les tribunes Bruno Tshibala, alors Premier ministre du pays. Après un temps de prière et de chants religieux, le prophète fait son sermon, un appel pour que chacun croie en sa bonne étoile. Ils ne veulent pas que vous réussissiez, que vous puissiez vivre dans l'opulence, dans l'abondance, dans la richesse, mais même dans la misère, même si vous souffrez de la faim, même si vous souffrez de la maladie.
À partir du moment où vous détenez la vérité, alors vous avez tout. Amen, mes fidèles. N'ayez peur de rien. Amen, mes fidèles. Le prétendu prophète est un homme habile. Il ne vend pas son jus soi-disant miraculeux dans des lieux publics comme un stade. Il les coule plus discrètement dans de petites paroisses éparpillées à travers le pays. C'est grâce à ce réseau qu'il aurait empoché d'ores et déjà des millions d'euros. Quelques jours plus tard, Dominique Condé tient une permanence à Matete, dans les faubourgs de Kinshasa. Sur le trottoir, devant l'entrée, ils sont déjà plus d'une centaine à attendre leur tour pour une consultation. Le prophète m'a dit d'arrêter de dépenser mon argent dans les hôpitaux. Il m'a dit de boire le jus et de prier. 11 h, Dominique Condé arrive dans son gros 4x4 qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Amen. Merci. Tous ces fidèles sont venus chercher son remède, soi-disant magique. Mais avant de pouvoir se le procurer, il faut passer à la caisse et faire un petit don. Dominique Condé reçoit les malades à la chaîne. Cette femme a été victime d'une rupture d'anévrisme il y a 1 an. Je suis venue voir le prophète parce que je suis très malade. Ça fait des années que je suis malade et là je ne peux même plus marcher. Quand j'ai entendu parler des œuvres du prophète, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à lui. Il faut lui donner du pétrole et la masser. Il faut lui faire des massages avec le pétrole. Ça peut être une bonne solution. J'ai la foi. Il va réussir à me guérir. Parfois, les consultations durent à peine quelques secondes. Il faut que tu prennes le jus de pétrole. La prescription est toujours la même. Tu prends du jus? Oui, j'en prends. Bon, c'est bien. Il faut continuer. L'ordonnance reçue, les malades sont dirigés vers la pièce d'à côté, qui fait office de pharmacie. Le fameux jus, le voici. Il est vendu dans de petites bouteilles d'eau usagées. Les fidèles sont persuadés qu'il fait des miracles. Ça guérit même les sida, même l'estomac, cancer de foie, même cirrhose de foie, donc beaucoup de maladies. J'ai été la maladie des sida, j'ai pesé 14 kilos, mais maintenant j'ai pesé 52 kilos, maladie des sida grâce au J, le prophète qu'on le Dominique, la journée. Une affirmation sans aucun fondement scientifique, un message dangereux pour les malades. Les 50 centilitres de jus sont vendus près de 14 €, une somme importante qui représente la moitié du salaire moyen. Du coup, les malades les plus pauvres se partagent les frais. Bon, on peut mélanger quand on a peu de moyens, 2 personnes, 3 personnes par exemple, nous avons mélangé 3 personnes, on va partager. Dans la pièce se dégage une forte odeur d'essence. Il y a du citron, il y a du pétrole, il y a beaucoup de mélanges que vous ne connaissez pas. Le jus est conditionné sur place. La demande est si forte que Dominique Condé va bientôt passer à une production industrielle. Il vient d'ailleurs de recevoir le nouveau packaging. Et voilà les cartons de jus que nous avons. Sur l'emballage, il est mentionné qu'il guérit les maladies, comme l'épilepsie, le cancer et même le sida. Pourquoi tant de pouvoir? Son élaboration serait d'inspiration divine. Mais quand on demande à Dominique Condé de lire ce qui est inscrit sur la boîte, il évite de prononcer le mot sida. Ces produits traitent des maladies d'origine naturelle ou mystérieuse, telles que l'épilepsie, bon, cancer, etc. Il y a écrit que ça guérit du sida, mais vous n'avez pas dit. Du sida, non. Je n'ai pas souvent fait mention de cette maladie. En RDC, environ 400 000 personnes sont atteintes du virus du sida. Autre affirmation mensongère du prophète, son jus ressusciterait les enfants morts. Ces produits, il y a des gens qui donnent même des morts-nés. On applique le jus, on met dans la bouche le mort-né. Ils reviennent à la vie, les morts-nés.
Pendant ce temps, dans son bureau, ses assistants comptent et empilent les billets. L'escroc vendrait des dizaines de milliers de bouteilles chaque année. Il n'a jamais été inquiété par la justice. L'autre richesse de la République démocratique du Congo, c'est sa faune exceptionnelle. En 2015, nous nous étions rendus dans le parc national des Virunga, à l'est du pays, aux frontières du Rwanda et de l'Ouganda. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite la plus grande diversité biologique de tout le continent africain. Il y a encore 10 ans, cette zone était ravagée par des conflits armés entre des groupes rebelles et l'armée congolaise. Aujourd'hui, le parc est protégé par plus de 600 rangers qui veillent au quotidien sur une population bien particulière et menacée d'extinction, les gorilles des montagnes. On rentre dans la réserve là? Oui, c'est le début au fait de l'entrée pour suivre les gorilles. Très bien, on y va. Bottes en caoutchouc, machette à la main, Innocent ouvre la voie. La marche est difficile car nous avançons dans un labyrinthe d'arbres, plein de lianes et de racines qui nous barrent la route. Le territoire des gorilles se trouve à plus de 2500 mètres d'altitude dans les forêts de montagne. Au bout de 3 heures de marche éprouvante, nos efforts sont enfin récompensés. Nous apercevons les premiers signes avant-coureurs de la présence des gorilles. Il y a plein de boucherons, ouais. Oui, oui. Quand vous voyez des petits insectes comme ça, c'est-à-dire que les gorilles sont tout proches, presque devant nous ici. À combien de mètres? Plus ou moins 100 mètres. 100 mètres, donc c'est pour ça qu'il faut parler à voix basse alors. Il faut parler à voix basse. Ouais. Vous voyez qu'ils sont dans un état naturel. Nous ne voulons pas que leur habitat soit contaminé. Raison pour laquelle nous allons mettre nos masques. Les gorilles des montagnes sont très sensibles aux maladies humaines. Une simple grippe peut décimer toute une famille. Innocent juge aussi utile de m'expliquer comment ne pas m'attirer les foudres du mâle dominant. S'ils viennent comme ça, en frappant la poitrine, il faut toujours s'accroupir et respecter, ne pas fixer les yeux. Il faut baisser la tête. Les gorilles, il faut baisser la tête. Comme ça. Oui. Et des fois, je pourrais lancer des cris, soit disant calmez-vous, je suis là, je suis votre ami. Ça, c'est Et moi non, vous voulez pas que j'essaye? Vous pouvez toujours le faire. Ça, c'est pour montrer que vous êtes avec les amis, ce ne sont pas des ennemis. Ok. Voilà. Bon, parfait. Oui. Et le cri de guerre, c'est quoi? Quand il est mécontent, il commence à faire Là, il va frapper les poitrines. Ça, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose d'anormal à la famille. Ok. On y va alors, je compte sur vous. Hein. Ok. Compte sur vous. Merci. Pour cette première rencontre, Innocent va me présenter la famille Nyakamwe. Pour être accepté par le clan, il faut d'abord se présenter devant le mâle dominant. Nous le retrouvons derrière un rideau de feuillage. C'est l'heure de la sieste et il se repose avec ses petits. Il y a le mâle qui est devant nous. Oh là là, il est énorme. Il fait quoi, 200 kilos? Il pèse 250 kilos. Oh là là. Il a une tête extraordinaire. Comment il s'appelle? Nyakamwe. Salut Nyakamwe, merci de nous avoir acceptés. C'est important que vous mainteniez le contact comme ça? Oui, normalement, pour leur montrer que nous ne sommes pas des ennemis. Il est assez calme? Très calme. Il est en train d'épouiller son petit. Son petit. Hein. Oui. Il se cherche des pistes. Ah ouais. Oui. Ah. Ça bouge. Oui. Pour mieux le voir, il faut qu'on tourne de l'autre côté. Ouais. Pour que nous soyons en face de lui. Les gorilles des montagnes vivent en famille. Ce clan est composé de 9 gorilles. Le patron ici, c'est lui. Un véritable colosse. Une force de la nature qui peut vivre jusqu'à 40 ans. Ce dos argenté veille sur un harem composé de plusieurs femelles. Il surveille aussi ses enfants. Ces grands singes ont une morphologie qui s'adapte aux forêts d'altitude.
Et quelle est la particularité du gorille de montagne? Les nez sont sérieusement ouverts pour leur permettre de respirer. Donc c'est pour ça qu'il a les narines écartées, parce qu'ils vivent en altitude? Oui, oui. Et puis ils ont des poils très longs, et puis beaucoup de poils. Une fourrure très épaisse qui lui permet de faire face aux températures négatives des Virunga. Ici, la nuit, le thermomètre peut tomber en dessous de 0. Ah. Attention avec les mouvements. Il est inquiet? Oui. Ma présence et mon sans-gêne ont visiblement commencé d'agacer le mâle. Ah, il faut que je regarde dans les yeux. Il m'a regardé là. Et là, par exemple, si vous partiez, si vous me laissiez seul avec lui, ça se passerait comment? Il va venir. Il va venir vous intimider. Il va être agressif contre toi. Il va commencer à frapper la poitrine. Et là, tu ne sauras pas supporter. Il faudra que je m'enfuis. Mais si tu fouillais, tu ne peux pas le laisser. Il est plus rapide que toi ici. Ah bon? Oui. Et la solution, c'est quoi alors? Toujours, il faut s'accroupir pour montrer que vous respectez les consignes. Il faut se soumettre seulement. Le reste de la famille est un peu plus loin. Les pisteurs d'innocents ont repéré quelques jeunes qui s'amusent ensemble. Nous les rejoignons. Comme il y a un petit bébé, il faut être attentif. Il faudrait respecter une distance de 7 mètres pour éviter de leur transmettre une maladie. Mais ces jeunes gorilles sont très curieux et s'approchent. Attention. Là, c'était une menace? C'est juste vous faire peur. Je suis très mauvais élève. Attention. Il faut reculer. Notre matériel de tournage intrigue les jeunes gorilles. Il se voit dans l'optique, là, en fait, non? Oui. Il est fasciné, hein? Il est en train de jouer avec le miroir. Oui, oui, oui. C'est la maman. On va voir si la mère est aussi coquette. Normalement, c'est conseillé d'être chaque fois avec les chefs, au lieu de rester avec des individus comme ça. Parce qu'il peut crier ici. S'il crie, le chef va arriver. Il va arriver très rapidement, état agressif. L'instinct paternel est très fort chez les mâles. Ils protègent leurs petits et n'hésitent pas à attaquer si les visiteurs s'approchent trop près. C'est donc avec beaucoup de précaution que nous suivons cette femelle et ses bébés. Quelques mètres plus loin, nous retrouvons le chef. Il est dangereux, lui? Oui, il est très dangereux. En fait, quand on s'approche de lui, il voit une menace. Ah oui? Oui. Pourquoi ce doigt argenté? C'est l'âge? Ça, c'est l'âge, c'est dit à l'âge. Donc, après avoir dépassé 12 ans, maintenant, il y a les pélages grises qui viennent pour montrer que déjà, il est émir. Maintenant, tu vois de lui-même, il est en train de tirer ses cacas. Oh là 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 là. Tu vois? Il le sent? Il le sent. Et puis, s'il y a une plante et une feuille qui n'a pas été bien digérée, il va encore le consommer. Ah bon? Oui. Il y a les bébés ou soit les juvéniles qui vont venir récupérer les cacas de son papa. Et puis, ils vont les manger. Ah bon? Oui. En les mangeant, dans les cacas, il y a des médicaments. Donc, ils font l'automédication. Ouais, c'est très particulier. On peut le suivre? Oui. Oh là 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 là. Ça, c'est le mâle qui... C'est le mâle qui est en train de déjeuner, en fait, non? Un mâle adulte, comme Nyakamwe, mange une trentaine de kilos de végétation par jour. Ses enfants, 7 kilos environ. Bien que sédentaires, les gorilles des montagnes sont gourmands. Ils peuvent donc parcourir plusieurs kilomètres par jour à la recherche des meilleures pousses de bambou. Ah, là, j'ai l'impression qu'il y a une dispute entre deux petits genoux. Ça fait combien de temps que vous fréquentez les gorilles? C'est maintenant 14 ans. 14 ans? Oui. Je les aime beaucoup et je me sens plus à l'aise quand je suis avec les gorilles. En voyant ce qu'ils font, je considère que ce sont mes amis. Oui. Il est temps de partir. Il m'a regardé. On a eu un échange de regards quand même. Cela fait plus d'1 heure que nous suivons Nyakamwe et sa famille.
Si nous restons plus longtemps, nous risquons de compromettre leur équilibre de vie et leur santé. Nous quittons la forêt et les collines qui la bordent, direction les villages en contrebas. Plus de 3 millions de personnes vivent ici autour du parc des Virunga. Si aujourd'hui Rumangabo ressemble à un petit village paisible, il y a quelques années, le site a été attaqué par des forces rebelles. C'était en 2008. Les défenseurs du parc et leurs familles ont été pris au piège. Rumangabo est encerclé par des rebelles, avec de l'armement lourd, très lourd. C'est très dangereux. Ils sont en train de tirer dans le secteur des gorilles, le secteur Mikeno. André Boma a connu cette période tragique où ni homme ni bête n'ont été épargnés. Où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Nous allons au cimetière des gorilles. Il y en a combien ici qui ont été enterrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gardes leur ont donné une sépulture digne, comme ils le feraient pour des membres de leur famille. Après le drame, André s'est occupé des survivants. Il les a élevés comme si c'étaient ses propres enfants. André a tissé un lien exceptionnel avec l'un d'entre eux, une femelle qui s'appelle Dakasi. Et chaque fois, il fallait donner des biberons, et il fallait dormir avec elle. Vous dormiez avec elle? Oui, oui, les bébés gorilles ont toujours eu besoin de protection. S'il s'agit d'aller se laver, il faut attendre qu'elle s'endorme et vous profitez de ce temps-là pour se laver et rentrer encore très vite à côté d'elle. Sinon, si elle manque quelqu'un autour d'elle, elle se trouve vraiment abandonnée, stressée. Mais vous l'aviez contre vous, là, dans votre veste? Oui, chaque jour, jour et nuit, on doit toujours être ensemble. Vous avez été un peu sa maman de substitution? Oui, je suis sa mère. Oui. Depuis cette époque, Dakasi et les autres orphelins ont grandi. Ils habitent dans ce bâtiment, le seul orphelinat au monde à recueillir des gorilles des montagnes. En tout, ils sont 4. Il les a tous aimés comme ses enfants. Il est resté très proche de Dakasi, qu'il porte toujours sur son dos. Aujourd'hui, elle a 8 ans. Et elle est capricieuse, comme parfois les ados. Elle vous emmène avec elle, là? Oui, elle veut qu'on se promène ensemble. Elle est possessive? Oui, les gorilles ont une très grande jalousie. Mais elle pèse combien, Dakasi? Comment vous arrivez à la porter? Je la portais toujours au dos, parce qu'elle pèse maintenant 60 kilos. Oh, non, 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 Dakasi. La session de jeu est presque finie, mais Dakasi ne veut pas lâcher André. Oh, je s'est cassé le dos. Il est pourtant presque 15 heures, et il doit commencer à préparer le dîner de ses protégés. Il raffole de légumes, des concombres, des choux-fleurs et du céleri. C'est déjà leur 4e repas de la journée. André les nourrit toutes les 2 heures. Dans ce groupe d'orphelins, le chef est une femelle. Elle s'appelle Maïcha et elle est très impatiente. Chez les gorilles, l'amitié s'arrête lorsqu'il s'agit de manger. Quand le chef préfère un aliment, par exemple les concombres, si il y a quelqu'un d'autre qui vient toucher la nourriture du chef, alors à ce moment-là, le chef doit le mordre sérieusement. Oui. Donc pour les humains, c'est tout d'abord les enfants, ouais. Mais pour les gorilles, le chef veut toujours s'accaparer la bonne nourriture. Et aujourd'hui, Maïcha devra patienter. Elle ne sera pas servie en premier. T'es beaucoup plus fort que moi, tu vas me faire mal. Sérieux, regarde, c'est pour toi ça. C'est le dîner. On a préparé le dîner avec André. Pour éviter que Maïcha ne prenne toute la nourriture, André fait rentrer d'abord les autres gorilles. Et pour y parvenir, il a une recette infaillible.
des chips, qu'il va mettre dans une autre cage pour attirer Maïcha. Ils aiment bien les chips en fait. Oui, ils aiment trop les chips parce que là-dedans, il y a du sel. Nous, on l'utilise pour les attirer. On ne peut pas les pousser par force. Il faut mettre des chips dans la cage où vous voulez que le gorille soit. Et l'appât fait son effet. Maïcha rentre dans sa cage. Commence alors un drôle de ballet d'ouverture et de fermeture de trappe. L'objectif est de faire entrer les deux plus jeunes gorilles dans la cage où est disposée la nourriture. Ensuite, c'est au tour de Maïcha et de son protégé Ndézé d'aller se servir. Racontez-moi le rituel du repas alors. Il commence par les carottes. Oui, chaque gorille commence par la nourriture qu'il préfère. Alors je vois Maïcha, c'est carottes. Ndakasi et Ndézé, ce sont les choux-fleurs. Matabishi, c'est le concombre. Ouais. Nous dispersons la nourriture parce que les autres ne peuvent pas être tout proches de leur chef. On les entend un peu grogner là. C'est oui, ça, un grognement de satisfaction. Oui, ça c'est un signe qui montre qu'ils aiment la nourriture. La mission des soigneurs et des rangers est hautement périlleuse. En 20 ans, 176 d'entre eux sont morts, dont 8 l'année dernière, tués par des braconniers ou des groupes armés dans le parc des Virunga. Mais grâce à leur travail courageux et acharné, la situation des gorilles s'est améliorée. En 10 ans, ils sont passés de 700 individus à plus de 1000. C'est le chiffre le plus élevé jamais recensé depuis les années 60. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission a été préparée avec Joy Azy et Alix de Maintenant. Réalisation plateau Éric Voringer. Rédaction en chef d'enquête exclusive Bertrand Deveau et Jean-Marie Tricot. Production Marie Cerda. Bonne soirée sur M6.